la blouse, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Fanny Etienne, neuroscientifique. Bonjour Fanny. Bonjour Élodie. Alors cet épisode, il est un peu spécial. Je suis sortie de mon bureau, vous avez entendu le klaxon derrière. Je suis sortie de mon bureau et là on est à une terrasse de café avec Fanny. Donc c'est la première fois que j'enregistre ce podcast dehors. J'espère que ça va vous plaire. Donc si vous entendez des petits bruits de klaxon, on est dans la rue. On est au mois de février. Il fait moche, il pleut. Donc Fanny est avec moi. On est installé avec un petit café. On est même devant l'appartement apparemment de Emily in Paris. Donc voilà, si vous êtes fan de la série. On est juste devant, on a des gens qui se prennent en selfie continuellement sur la petite place. Voilà, c'était juste pour expliquer pourquoi pour une fois il y a peut-être un peu plus de bruit de fond et j'espère que vous allez aimer cet épisode. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir Fanny aujourd'hui à mon micro qui va donc pas vraiment se déshabiller parce qu'on est dehors en terrasse et qu'il fait froid, mais qui va virtuellement se déshabiller. On va commencer Fanny. Donc j'ai dit que tu étais neuroscientifique, mais ça veut dire tout et rien à la fois, tellement c'est grand comme domaine. Est-ce que tu peux nous raconter tes recherches vulgarisées, bien sûr ? Oui, bien sûr. Et alors attends, avant ça, il y a la question traditionnelle. On est dans Sous la blouse, donc là tu vas mettre ta blouse virtuelle pour nous parler de ça, mais est-ce que tu portes une blouse au labo ? Je porte une blouse au labo, en effet. Tu fais partie des gens qui portent une blouse. Est-ce que c'est parce que tu travailles sur des trucs sales ou stériles ou... Stérile, non, mais oui, plutôt des composés chimiques, un petit peu toxiques. Donc la blouse, de temps en temps, c'est obligatoire. Je ne l'ai pas tout le temps sur le dos, mais elle est quelque part dans le labo si j'ai besoin. Très bien. Et donc là, je te propose de mettre ta blouse sur le dos et de nous raconter tes recherches. Alors là, je suis actuellement en post-doctorat, donc c'est juste après la thèse. Je suis partie aux États-Unis, à Los Angeles. Sous le soleil. Petit changement avec le temps aujourd'hui. Gros changement. Et je travaille, donc pour les personnes qui pensent les neurosciences, c'est les neurones, les connexions neuronales. Et ben moi, je travaille pas du tout là-dessus. Je travaille sur des cellules, des toutes petites cellules qui s'appellent la microglie. C'est... Dans le temps, on les appelait la glu. Ça permettait de soutenir un peu tous les neurones autour. Et je travaille sur ces petites cellules qui pendant très 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 longtemps ont été juste mis dans le même sac des macrophages. Donc ce sont les cellules immunitaires qu'on retrouve partout dans le corps. Ça sert à combattre une inflammation si on a un virus, on tombe malade ou autre. Ces cellules-là vont juste combattre l'inflammation. D'accord. Et dans le cerveau, les microglies, ce sont un peu les mêmes, mais elles restent dans le cerveau. Elles ne vont pas en dehors du cerveau. Et elles sont vraiment les seules à combattre l'inflammation dans le système nerveux central. Et pendant très longtemps, ces cellules-là étaient considérées comme des macrophages, donc juste relayées à combattre l'inflammation et c'est tout. Mais en fait, elles ont une variété de fonctions au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer et ça commence à être en pleine expansion. Donc maintenant, je regarde comment ces cellules peuvent interagir avec les neurones, combattre l'inflammation ou dans différents contextes comme les maladies psychiatriques, c'est ce que j'ai fait en thèse, ou là actuellement le vieillissement. D'accord. Donc je regarde comment les microglies vont changer un peu leur statut. Elles sont très flexibles, elles peuvent bouger énormément, elles peuvent changer de morphologie. Je les trouve super jolies, je les trouve super sexy. C'est les seules cellules qui bougent comme ça dans le cerveau. Et selon le contexte, elles vont pouvoir changer leur phénotype, donc leur attribut, on va dire. Phénotype, c'est ce qu'elles font en fait. Exactement, et elles ont tellement de fonctions, et donc je regarde ça dans un contexte du vieillissement. D'accord. Donc le vieillissement sain, on va dire, donc c'est-à-dire le vieillissement qu'on va tous connaître un jour dans la vie, malheureusement. Pas lié à Alzheimer ou toute maladie neurodégénérative, mais pour comprendre un peu comment ça se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe au cours du vieillissement, donc on va dire... vers 50 ans, je veux pas blesser les gens. Ça va, j'ai encore un peu de temps. À partir de 50 ans jusqu'à après vraiment le vieillissement assez poussé. Mais donc je regarde comment elles peuvent changer leur phénotype, mais aussi je regarde à l'intérieur, elles ont des toutes petites organelles appelées les lysosomes. D'accord. Car les microglies, ce sont un peu, je les appelle les petits Pac-Man du cerveau. Elles peuvent manger les débris. D'accord. C'est elles qui vont tout nettoyer si des cellules meurent ou autres. Elles vont tout nettoyer en les mangeant.
Et pour les manger, il faut faut les attraper, les débris, et elles vont avoir les organelles, les lysosomes qui vont juste dégrader tout ça. Donc je regarde si les lysosomes ont en fait un effet sur les microglies et peuvent changer leur statut. D'accord. Et si ça a un effet aussi sur le vieillissement cellulaire dans le cerveau. Ok, donc n'oubliez pas, la neuro, ce n'est pas que les neurones. Exactement. Il y a plein de cellules dans le cerveau qui font plein de choses. Exactement. Et ces cellules représentent environ 10 à 15% du cerveau, je pense, des cellules du cerveau, mais elles ont énormément de fonctions. Ok, eh bien écoute, merci déjà d'avoir expliqué tout ça et puis de nous avoir un petit peu parlé de la microglie et mis en avant la microglie. Bien sûr. Donc voilà, c'est la prochaine fois que vous penserez neuro, j'espère que vous penserez microglie et non pas neurones. Alors écoute, tu nous as raconté tes recherches. Maintenant, je te propose d'enlever cette blouse et de garder ton manteau et de nous parler un peu de toi. Donc la recherche, comment c'est venu ? Comment tu as décidé de faire de la recherche ? Est-ce que c'est un truc que petite Fanny voulait faire ? Est-ce que c'est un truc qui est venu après ? Alors pas du tout. Petite Fanny, au début, je voulais être professeur dans les écoles. Mais comme moi. Moi, c'était au lycée, mais je voulais être prof aussi. Moi, c'était quand j'étais au collège, on devait faire un stage de 3 jours, je crois. En troisième, dans une semaine, c'est pas ça ? Oui, c'est ça. Ouais. Et je voulais être professeur des écoles. Oh, trop bien. Mais j'ai toujours été fascinée par les sciences. J'ai toujours adoré la biologie, la physique et la chimie. D'accord. Les maths, un petit peu moins. Au lycée, j'ai fait un bac S. Bon, pour sûr, les maths, j'étais pas intéressée par ça, mais le reste, j'adorais ça. Et une fois mon bac en poche, je voulais faire médecine. Donc, je suis allée en première année de médecine, car j'avais un but bien précis. Je voulais être médecin urgentiste. D'accord. Avec le SAMU ou les pompiers. D'accord. Donc, tu es passé de prof à médecin, finalement. Exactement, ça a bien changé. Et je voulais même faire médecin militaire, mais j'ai raté le coche des inscriptions. D'accord. Finalement, comme un bon nombre de personnes, j'ai échoué médecine 2 fois. Donc au concours ? Ouais. Et je pense, comme beaucoup de personnes qui ont échoué médecine, je me suis retrouvée en fac de biologie. Ça a été un petit peu le flou, car je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir faire, mais je me suis dit, bon, on va bien voir ce qui va se passer. Puis à la fin de ma 2e année de licence, j'ai eu la chance de faire un stage dans un laboratoire de recherche. Rien à voir avec ce que je fais actuellement. Alors si, je travaille sur des macrophages, donc les cellules immunitaires, mais par rapport aux maladies pulmonaires. D'accord. Mais j'ai adoré. J'ai découvert le milieu du laboratoire, j'ai découvert l'ambiance, apprendre de nouvelles techniques, discuter avec les collègues, voir les aléas du métier de la recherche, car c'est pas tout beau, tout rose. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic dans ma tête, genre Eureka, je veux faire une thèse et je veux faire de la recherche. Ok, excellent. Et je suis la première à faire une thèse dans ma famille, donc personne ne savait ce que ça voulait dire. Mes parents avaient un petit peu peur. Et c'est vrai que quand tu as 20 ans, te dire je vais faire une thèse et de la recherche, ils étaient là une année à la fois. Et j'étais là genre non, je veux faire ça. J'y vais. Donc j'ai continué ma licence et la neuroscience est arrivée un petit peu plus tard, l'année d'après, où j'ai pu me spécialiser au niveau de mes cours. Mais je pense que ce qui a aidé, c'est que j'ai beaucoup travaillé les étés à l'hôpital, car j'étais très attirée par le milieu hospitalier. Toujours, il y avait ce côté un peu, tu voulais être médecin. Mais toujours, la blouse quelque part, mine de rien, je pense que je la voulais. J'ai fait plusieurs petits boulots, dont un au bloc opératoire, en tant qu'agent d'accueil du bloc opératoire, à accueillir les patients qui allaient se faire opérer. Et je pouvais accéder aux différentes opérations et j'ai pu demander un jour d'y assister. Et la toute première opération que j'ai vue, c'était une neurochirurgie. Donc j'ai vu pour la première fois de ma vie un cerveau humain devant moi. Je pensais que j'allais tourner de l'œil et en fait j'étais juste fascinée. Et donc c'est là où j'ai su que le cerveau, c'était ce que je voulais faire plus tard. T'as vu quoi d'autre comme opération ? Ça doit être dingo. J'ai vu une césarienne. Ok. J'ai vu des poumons ex vivo. Ok, donc en dehors du corps. Sous une cloche. Ok. Relié à une machine. C'est quoi le plus fou que t'aies vu ? C'était le cerveau peut-être ? Ouais, je pense, Ok. Remarque, les poumons ex vivo, ça a été... ça doit être pas mal. Ouais. Ok, donc là c'était le déclic. Tu t'es dit ok, je vais faire de la neuro. Et c'est quoi la prochaine étape pour du coup faire une thèse en neurosciences ?
Donc j'ai fini ma licence et ensuite j'ai fait un master en neurosciences. Ouais. Donc là vraiment je me suis spécialisée dedans, neurosciences et signalisation cellulaire. Ça a été un petit peu plus difficile. J'ai jamais été l'élève modèle à l'école. On va dire que j'ai toujours été l'élève moyenne. J'avais les capacités. Je les ai jamais vraiment exploitées à 200%. Je faisais ce que je devais à faire, mais si j'avais la moyenne, ça m'allait très bien. Et en master, je faisais partie d'une fédération nationale d'étudiants, donc je représentais les étudiants et ça a été un petit peu compliqué de combiner les deux. Ah ouais, j'imagine. Et je n'avais pas des professeurs très à l'écoute et très ouverts d'esprit par rapport à ça, donc j'ai dû arrêter mes fonctions. Ah non. Oui, mais bon, c'est un mal pour un bien. Oui, c'est un mal pour un bien, mais ça a été... si je voulais mon Master 2, c'était ce que je devais faire. Ok. Mais donc, ça a été compliqué, mais j'y suis arrivée. Donc voilà, j'ai pas eu un parcours exemplaire. J'ai même fait des rattrapages en Master 1. D'accord. Donc voilà. Quelle matière ? Je crois qu'il y en a un, c'était justement de la neuroscience, mais tout le monde était parti au rattrapage. Ouais, mais il y a des trucs durs. Moi, c'était la physique en première année. J'ai quand même eu 0,5 à mon partiel. Donc ça donne de l'espoir, je pense. Tu vois, tu peux avoir 0,5 à un partiel de physique, mais faire de la science et faire une thèse. Hein, exactement, ça ne détermine pas le futur. Non, pas du tout même. Mais donc j'ai fait mon master et ensuite j'ai fait mon stage de recherche, mon master 2, donc pendant 6 mois. C'est là où j'ai continué ma thèse après. Au même endroit ? Au même endroit, ouais. D'accord. Et là, du coup, tu savais que tu voulais faire de la recherche ? Oui. Je savais que je voulais faire de la recherche. Je me voyais absolument pas faire autre chose. Pour te dire, si j'avais pas eu de bourse de thèse, je ne savais pas ce que j'allais faire après. C'était pour moi un flou énorme. Alors, faut expliquer pour celles et ceux qui sont pas forcément habitués. En fait, pour faire une thèse, surtout en bio, parce qu'il y a certaines disciplines, notamment les sciences humaines et sociales, où les gens sont pas forcément financés, ce qui est pas une bonne chose. Mais en biologie, en sciences expérimentales en général, il faut une bourse de thèse, tout simplement parce qu'en fait, on fait un boulot de chercheur, on est tous les jours au labo, et du coup, si t'as pas de bourse, tu fais pas de thèse en fait. C'est pas genre tu peux faire ta thèse gratuitement, tu n'es pas employé, tu ne fais pas ta thèse. Et il y a une énorme pression en master 2 parce qu'il n'y a pas non plus 500 bourses. Hein. Moi, je me souviens, on était dans notre école doctorale, donc on est séparés par école doctorale. Je crois qu'on était une trentaine et il y avait 3 bourses, quoi. Ouais. Donc, non, c'est très très compliqué et je n'ai même pas eu la bourse de l'école doctorale. T'as une autre bourse à côté ? Car je n'ai pas été acceptée au concours. Car à cause de mon rattrapage, justement. Et c'est mon laboratoire d'accueil qui a tout misé sur moi et qui m'ont fait confiance. Et justement, on a écrit une bourse à côté, donc un financement externe que j'ai eu. Et ça m'a permis d'avoir ma bourse de thèse comme ça. Ok. Donc, j'ai pas eu un parcours typique d'un doctorant en thèse ici. Je me suis pris quelques petits murs, mais ça forge. Oui, ça forge, écoute. Et là, donc, tu as fait ta thèse sur quoi ? Tu disais la microglie ? Donc, j'ai travaillé sur la microglie, comment la microglie pouvait bouger. Elles ont plein de prolongements, comme des petites tentacules, des petites étoiles, comme vous voulez. J'aime bien les petites tentacules qui bougent partout dans le cerveau. Elles scannent un peu leur environnement. Et je regardais comment elles bougeaient dans un contexte... lié un peu aux maladies psychiatriques. Donc les maladies psychiatriques, c'est beaucoup influencé par le taux de sérotonine, un neurotransmetteur. Donc moi, je travaillais sur la sérotonine et comment ce neurotransmetteur favorisait les mouvements de la microglie dans le cerveau. Excellent. Bah oui, parce que je crois que si on regarde, si vous faites microglie mouvement, on voit des fois, on a même l'impression qu'elle tâte. Oui. Le terrain, quoi. Genre, il y a un petit prolongement et c'est vraiment comme si, genre, en gros, la nuit, comme tu cherches ton téléphone ou ton réveil le matin, tu sais, t'as le téléphone qui sonne, tu l'entends, mais tu tâtonnes comme ça, t'es là avec ta petite main, mais la microglie, elle fait exactement pareil. Hein. Exactement, oui. Le tâtonnement de la microglie, en fait, ça se trouve, elle a une alarme qui passe, la microglie, elle aussi, elle cherche à éteindre son téléphone portable. Exactement, oui. Mais on sait pas. J'adore cette vision, en fait. Je pense que je vais la ressortir. C'est parfait, oui. C'est ça. Et j'aime bien les images toujours. J'adore aussi, mais j'avais jamais pensé à ça. Je les voyais comme des Pac-Man, mais cadeau. Non, tu sais, j'aime bien. Et ok, et du coup après t'es resté sur la microglie. Clairement, la microglie, de toute façon, on a l'impression que c'est ton love. Hein. Alors j'ai eu une période, ça n'a pas duré très longtemps. T'as trompé la microglie ? J'ai failli. C'était à la fin de ma thèse, j'en avais marre. Et je voulais voir autre chose, voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et j'ai commencé à candidater pour des post-docs, donc ça s'appelle un post-doctorat, donc juste après la thèse.
c'est comme un CDD où on devient un peu plus expert dans certains domaines. Et oui, je voulais tromper la microglie avec les neurones. Ouais. Mais finalement, le destin en a voulu autrement et je suis revenue à la microglie assez rapidement quand même. Et là, t'es contente, tu kiffes. Ouais. Je changerais pour rien au monde. Trop bien. Donc là, tu es à Los Angeles. Oui. Tu aimes. J'adore. Tu fais des trucs du coup en dehors du labo qui sont très Los Angelesiens. Oui. Ne me détestez pas. Voilà, donc n'oubliez pas, quand vous écoutez ce podcast, Fanny est à Los Angeles. Hein, donc si elle fait des trucs Los Angelesiens, c'est normal. Donc en dehors du labo, tu fais quoi ? C'est quoi tes passions, tes hobbies ? Alors quand j'étais en thèse, j'étais très focus sur le travail. Et je travaillais tout le temps. Je faisais pas grand-chose à part voir mes amis ou ma famille. Depuis que je suis à Los Angeles, je pense que j'ai réussi à trouver un meilleur équilibre entre ma vie pro et perso. C'est grâce à quoi, tu penses ? Je pense le fait d'avoir déménagé aussi loin dans un nouvel environnement et de me dire que ça va être que transitoire, donc il faut que j'en profite, à fond, quoi, pour pas avoir de regrets derrière. Ouais. Et c'était justement pendant le Covid, donc voilà. Tu as des remises en question pendant cette période-là aussi, malheureusement. Mais donc oui, je me suis dit, là, j'arrête, je peux pas travailler autant. Mes week-ends, je les garde pour moi. Ouais. Et maintenant, je me balade à la plage. Je me suis mise à l'escalade, aussi bien en salle que dehors. Ah, bien, ok. J'ai essayé le surf. Ouais. Ce n'est pas pour moi, mais j'ai essayé. Pourquoi c'est pas pour toi ? Tu es très mauvaise ? Je ne tiens pas sur une planche de surf. Non, mais c'est hyper dur. Même sur le ventre, je ne tiens pas sur une planche de surf. L'équilibre n'est pas avec moi, donc c'est pas grave. Je regarde les autres faire, c'est pas grave. D'accord. Je fais beaucoup de randonnées car, mine de rien, à Los Angeles, il y a beaucoup de nature. Les gens ne le savent pas forcément. Je peux skier aussi, pas loin de Los Angeles, à 2 heures de Los Angeles. Oui. Ah ouais, ça on n'a pas. Mais c'est vrai qu'il y a tous les parcs derrière. Et il y a tous les parcs nationaux, donc c'est en fait, il y a de la nature de tous les côtés et des paysages différents à 2-3 heures de route. Ouais, on a des montagnes, des déserts, des forêts. Ça, tu nous fais rêver là. Oui. T'as plein de hobbies différents ? Oui, je pense que je suis devenue hyper active à Los Angeles car il fait tellement beau que c'est un peu triste de ne pas en profiter et de rester chez soi. Ouais. Donc j'aime faire énormément de choses. Après, j'ai toujours cette envie de continuer dans la communication scientifique. Ouais, parce que tu as fait Pint of Science. J'ai fait Pint of Science en 2018, où on s'était rencontrés très brièvement. Ouais. Mais c'est vrai que lancer ça aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Donc j'essaye de tâter le terrain, de voir ce qui se passe. Je sais que là, cette année, je vais participer. Ça s'appelle la Brain Awareness Week. Oui. C'est pour accueillir des jeunes étudiants donc à l'école, dans les laboratoires, montrer ce que l'on fait, comment un laboratoire est structuré et voilà, leur montrer un peu c'est quoi notre vie de chercheur tous les jours. Donc je vais participer à ça. Cet été, j'ai participé à une journée de volontariat dans une espèce de fondation, plutôt une association qui récolte un peu des fournitures ou qui prépare des kits un peu scientifiques pour faire des expériences un peu avec des bouts de papier ou autres pour des écoles primaires. Excellent. Et après, ils livrent ça partout. Donc j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais. Donc j'essaye de tâter un peu le terrain pour voir ce qui se fait en communication scientifique. Je pense que j'ai plus envie d'orienter ça vers les enfants pour leur montrer oui, on peut faire de la science. Ouais, cool. N'importe qui peut en faire, de n'importe quel milieu, homme, femme ou autre. Ouais. Donc ça m'attire pas mal, de promouvoir la science vers les plus jeunes qui sont peut-être un peu perdus et qui savent pas trop quoi faire plus tard de leur vie. Alors j'ai plein de questions. C'est quoi le premier truc ? C'est Pint of Science, la première chose que tu as faite en communication, ou tu avais fait d'autres choses avant ? Comment ça t'est venu La vraie, oui, Pint of Science, oui. Après, ça a commencé quand j'étais dans cette fédération nationale d'étudiants. Ça, c'était en master, du coup. Alors, j'ai commencé en licence où j'étais dans une association d'étudiants juste de ma fac, en bio. Ouais. Donc, on faisait des événements, des soirées. Mais moi, je m'occupais un peu du pôle pédagogie avec une amie et on faisait des annales blancs, des examens blancs. D'accord. Des prises de notes qu'on redistribuait aux étudiants. Donc j'étais vraiment dans le côté pédagogie, aider les autres, etc. Après, je suis allée dans cette fédération où j'ai fait un guide des métiers. Ouais, excellent. Après, ça a été distribué dans différentes écoles, lycées, dans les forums des métiers aussi.
Et donc, on faisait des communications scientifiques. Il y a ce blog Indesciences qui a été fondé par cette fédération-là. Donc, j'ai eu ce pied dans la communication scientifique sans vraiment m'y toucher, on va dire. Ouais. Donc là, tu as envie de développer plutôt ce côté-là ? Ouais, exactement. Et c'est quoi ce qui te plaît dans la communication scientifique ? C'est le fait de faire découvrir la science aux gens ? Ou oui. De créer peut-être des vocations ou juste de montrer aux gens à quel point la science, c'est trop cool ? Alors, j'ai pas la prétention de développer la vocation chez les autres. C'est plutôt de rendre ça accessible à tout le monde, car je me rends compte que même dans mon propre entourage, via ma famille, la recherche, c'est quelque chose de tellement abstrait. Et j'en ai eu des réflexions des personnes qui me disaient « Ah, mais tu cherches, mais... Est-ce que tu trouves ?» Ah, la grande qui me mettait dans tous mes états, des chercheurs qui trouvent, on en cherche, mais des chercheurs qui trouvent... Voilà, j'y ai eu droit aussi. Non, des chercheurs qui trouvent, on en cherche, mais des chercheurs qui cherchent, on en trouve, ou quelque chose comme ça. Ouais. Ma préférée. Voilà. Donc... Comment énerver un chercheur ou une chercheuse ? C'est ça. En 30 secondes. Donc c'est juste en grandissant, en devenant un peu plus mature dans le milieu de la recherche, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit il faut changer un peu les codes. Donc déjà Pint of Science, je trouve ça génial car ça amène les chercheurs dans un bar. J'adhère tout de suite. Donc et voir avec les enfants aussi parce que la science c'est fun, c'est cool, c'est faire des expériences, c'est vraiment génial quoi. Bon, bah, trop bien. Et il y a un pigeon qui veut venir participer au podcast. On va suivre, du coup, si t'as envie de faire quoi, là, demain ? Demain, t'as pas de contraintes de temps, de budget ou quoi comme scientifique, t'aimerais bien faire quoi ? Je pense un énorme festival de plusieurs jours. Genre Pint of Science, tu veux dire ? Je me fais attaquer par le pigeon. Non, mais genre, je sais pas, dans un énorme... Genre un truc physique, dans un endroit... Ouais. Comme un peu ce qu'on peut trouver au Palais de la Découverte, mais avoir différents stands de différentes thématiques où on peut faire des expériences avec les gens, avec eux, faire de la vulgarisation scientifique aussi, ou les mettre un peu à l'épreuve, voir se mettre dans la peau d'un chercheur, d'enfiler cette blouse. Je sais pas, ça pourrait être vraiment super, ouais. Excellent. Et en termes de hobby, donc là on parle de comme scientifique, mais avant qu'on parle de ça, tu parlais de hobby en général, du surf, de la rando et tout. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de faire à Los Angeles là ? Alors oui, c'est un saut en parachute. Ah, un saut en parachute, ok. Trop bien, d'accord. C'est vrai que quand tu es dans une nouvelle ville, tu as ton truc, tu sais, tu as ta petite to-do list d'expériences à faire et de trucs à aller voir. Et c'est quoi du coup, tu as une petite liste de trucs à faire ou... Oh là oui. Mon rêve ce serait de faire tous les parcs nationaux avant que je parte, mais il y en a beaucoup. J'ai déjà commencé donc c'est bien, mais oui en fait juste essayer tous les week-ends de faire quelque chose de nouveau et de voir tout ce qu'il y a autour de moi. Excellent. Ouais, tu marches pas mal dans les parcs et tout ? Oui, ouais. Il y a énormément de parcs. Quand j'étais à Paris, j'adorais la ville, les grandes villes, quoi que ce soit. Mon rêve c'était de faire mon postdoc à New York. Ouais. Ou Boston ou autre. Maintenant que je suis à Los Angeles, je fuis la ville. Je vais dans la nature. Ouais, c'est top, ça t'a fait changer ton rapport. Alors qu'on se dit Los Angeles, c'est quand même une grande ville. C'est énorme. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu plus dans la nature. Il y a des parcs de fous. Il y a plein de parcs avec des trucs complètement fous. Tu passes de Yosemite, qui est plutôt montagneux, à Death Valley, où tu as l'impression que tu vas crever de chaud, effectivement, avec des paysages de tarés. C'est trop beau. Tu vas jusqu'à quand à Los Angeles ? J'ai commencé en octobre 2020. Pour le moment, jusqu'à septembre 2025. Ok. Mais au vu de mes recherches, comme je travaille sur le vieillissement, ça prend du temps. Il y a possibilité de me reconduire un petit peu derrière après ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais ? Il me semble qu'en hobby aussi, ils sont pas tous que à l'intérieur, tu cuisines, non ? Ah oui, je cuisine beaucoup. En même temps, salé ou sucré ? Je peux faire les deux. D'accord. Tu préfères faire quoi ? Pendant très longtemps, j'étais très sucrée. J'adorais ça. Maintenant, je mets plutôt au salé, car la nourriture aux États-Unis, c'est pas trop ça. Donc, si je veux bien manger, j'ai dû m'y mettre. Mais j'adore faire à manger. Je cuisine tout le temps. Et si je fais des gâteaux, je rapporte toujours des gâteaux à mes amis ou au laboratoire. Ils mangent beaucoup de gâteaux. Ils mangent beaucoup de gâteaux. Oui. Et c'est quoi le truc que tu préfères cuisiner ? Ça va être le tiramisu, car j'adore le tiramisu. Ok, pas mal. Mais... pour vous dire à quel point j'ai été en manque de la France, je me suis mise à faire mes croissants. C'est vrai ? Oui. Ça doit être galère, non ? C'est très long. Ouais.
Mais ça vaut le coup. Faut le vouloir. Ça dépend. Ok. Voilà, si je veux quelque chose, je vais m'en donner les moyens et je vais essayer de le faire, mais je fais pas ça tous les jours. Hein. Et ton plat préféré, c'est quoi? Pas forcément ce que t'aimes le plus cuisiner, parce que des fois on aime bien cuisiner des trucs, mais c'est pas nos plats préférés. Mon plat préféré, j'en ai beaucoup. Genre, tu rentres en France, qu'est-ce que tu manges en premier? Un parmentier de canard. C'est pas mal. On valide. Ouais. On valide. Et ce qui est rigolo, c'est que la cuisine, ça ressemble un peu au labo quand tu fais de la science expérimentale. Tu refais ton protocole un peu comme Marmiton. Je sais pas si tu as déjà regardé une recette sur Marmiton. Oh, si. Les gens sont magiques parce que tu as la recette et derrière ils sont là. Je mets 5 étoiles, mais par contre, ta quiche au lardon, j'ai changé les lardons, j'ai mis du brocoli et puis finalement, j'ai pas fait une quiche, j'ai fait machin. T'es là, ouais, en fait, t'as pas du tout fait le plat. Heureusement que t'es pas scientifique parce que sinon tu finirais jamais, tu ne publierais jamais aucun article. Ce qui est très rigolo, c'est que c'est le premier podcast que j'enregistre en terrasse et du coup clairement c'est pas la même vibe. Non mais c'est vachement sympa. J'espère que auditrices et auditeurs vous kiffez bien cet épisode et on va arriver vers la fin quand même parce qu'à un moment il va falloir vous abandonner même si on va continuer notre discussion autour d'un thé et d'un café. L'épisode dernier, l'épisode de Clara, j'ai commencé un nouveau truc que je vais continuer avec toi. C'est que chaque invité pose des questions au prochain et répondre à la question du précédent ou de la précédente. En général, on va pas se voiler la face. Donc Clara, la dernière fois, a demandé quel est ton livre de chevet. Alors, mon livre de chevet actuellement, je ne l'ai pas fini. Ça s'appelle Transcendent Kingdom de Yaa Gyasi. Donc, c'est très cliché, mais c'est un livre qui parle de justement une étudiante en thèse à Stanford en neurosciences. Ça m'a été conseillé par un très bon ami justement de Los Angeles. Et ça retrace un peu sa vie. C'est une personne qui est immigrée d'Afrique, qui est arrivée très jeune aux États-Unis, qui a fait sa thèse, qui vient d'une famille extrêmement modeste, avec très peu d'argent pour vivre, et avec tous les aléas de la vie, comme la dépression de sa maman, la perte de son papa qui a disparu, et comment ça peut avoir un impact sur sa propre vie et sa thèse. Donc c'est très cliché avec ce que je fais actuellement, mais au moins ça parle et ça fait un peu ouvrir les yeux sur le monde actuel. Ça donne envie de le lire. Et le jeu, c'est maintenant tu peux poser une question à la prochaine. Donc c'est une prochaine invitée que j'enregistre demain d'ailleurs. Le prochain épisode est enregistré en public avec une classe de collège. Donc quelle est ta question pour cette prochaine invitée ? Alors comme l'audience sera des collégiens, je me demande quelle serait la question ou le conseil que tu te donnerais si tu pouvais te revoir en étant collégien et éventuellement les conseils que tu pourrais te donner maintenant que tu sais où t'en es arrivé actuellement. Super, j'espère que ça va bien marcher. Merci pour ces questions. On arrive vers la fin. Est-ce que tu as le mot de la fin ? Est-ce que tu as envie de raconter un truc qu'on n'aurait pas raconté ? Je pense que c'est peut-être un petit peu moins joyeux que tout ce qu'on vient de raconter avant, mais ce qui me tient à cœur, c'est justement de montrer aux autres que faire de la recherche, on n'est pas des dieux, on n'est pas des génies. Non, on n'est pas tous comme ça. Alors oui, il y en a, mais 90% des chercheurs, on est juste des gens normaux. Et oui, c'est possible d'arriver à faire de la recherche en étant moyen à l'école, en venant de milieux modestes ou de tout milieu. Et c'est vrai que quand j'ai mis le pied dans la recherche, j'étais très naïve en pensant que c'était tout beau, tout rose. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait des gros problèmes, notamment dans la place des femmes dans la recherche. Oui, on peut refaire tout un épisode là-dessus. Je pourrais en discuter très longtemps de ça, mais c'est vrai que quand on voit... les femmes, on doit être gentilles, on doit être douces. Mais maintenant, les femmes, elles veulent diriger des laboratoires, donc elles doivent avoir une certaine prestance, elles doivent gérer, elles doivent diriger des personnes. Et si on est un peu trop dur, c'est mal perçu. Alors que si un homme le fait, c'est nettement... ça passe mieux. Ouais. La place aussi des femmes qui ont des enfants, c'est extrêmement compliqué. On n'est pas encore sur un pied d'égalité et il y a beaucoup de chemin à faire encore actuellement pour ça. Toi, t'as galéré personnellement ou pas ? Alors moi, je suis à l'heure actuelle célibataire sans enfant. Donc de ce côté-là, je me suis jamais posé la question
je me suis encore jamais posé la question. Mais en tant que femme? En tant que femme, j'ai eu des remarques parce que je fais beaucoup de microscopie, je fais des choses que certaines personnes considèrent très masculines. Ouais. Et j'ai eu des remarques. Après, au début, ça surprend. Ouais. Mais on m'a déjà dit droit dans les yeux, si tu fais une thèse, ça relève du miracle et je ne crois pas au miracle. Ah ouais. Et ça venait de mon prof de master. C'était basé sur quoi, ces réflexions ? J'en ai aucune idée, mais et cette phrase m'a choquée pendant très longtemps. Ça m'a énormément énervée. Ouais. Pendant très longtemps, je l'ai eu en travers de la gorge pendant plusieurs années, je pense. Ouais. Mais mine de rien, je pense que c'est ça qui m'a fait le déclic en mode, je vais te prouver le contraire, en fait. Qui t'a mis un peu la niaque. Et j'ai déjà eu cette... en fait, je crois que c'est une des invités qui disait... En fait, en recherche, c'est pas forcément les gens les plus intelligents, mais c'est les gens les plus passionnés. Oui. Parce que donc on peut avoir 20 sur 20 partout, etc., mais pas forcément être un bon chercheur ou chercheuse. L'idée, c'est qu'en fait, en recherche, tu es passionné par un petit sujet, genre les microglies qui cherchent leur téléphone portable. Et en fait, tu creuses là-dessus et tu as besoin d'être passionné. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Il y a parfois le système scolaire, au final, il te met un peu en galère, alors que la recherche... Exactement. Ne va pas le faire. Et du coup, là, le master, peut-être que tu n'y arrivais pas, mais parce que tu étais dans un cadre qui t'allait pas. Mm-hmm. Et c'est pas un miracle que tu fasses une thèse, mais ce prof... Non, tout le monde peut... C'est horrible. C'est horrible de dire ça. C'est horrible de dire ça à un étudiant qui est passionné. Ouais, une étudiante passionnée, tu devrais... Ça. Mais c'est pour ça que je pense que depuis ce jour-là, ça m'a beaucoup travaillé et j'ai une approche bien différente maintenant du milieu de la recherche. Ouais. Notamment, actuellement, j'ai 3 étudiants à ma charge dans mon laboratoire actuel, en postdoc. Et quand je les ai interviewés, je n'ai pas pris les étudiants qui avaient les meilleures notes ou le plus gros des CV ou la plus grosse expérience. Et je leur ai toujours dit, c'est normal et c'est OK de faire des erreurs. Vous allez apprendre de vos erreurs. On en fait tous. J'en ai fait, j'en fais encore et j'en ferai. Tant que vous ne faites pas l'erreur 4 fois d'affilée. Que vous apprenez de vos erreurs. Exactement. Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on fait des bons chercheurs. Tant que vous êtes passionné par ce que vous faites, ça va arriver à tout le monde de faire des erreurs. Même les erreurs les plus bêtes, j'en fais moi aussi par la fatigue ou autre. Et oui, tant qu'on est passionné, on se donne les moyens de tellement de choses. C'est vrai. Et pour rajouter une personne en plus... je me suis auto-diagnostiquée avec de l'anxiété parce que j'ai des charges de stress énormes que je n'arrivais plus à gérer actuellement. Quand tu dis auto-diagnostiquée, tu t'es rendu compte qu'en fait tu dormais plus? Je dormais plus, j'étais moins concentrée, je voyais que mes interactions sociales avec mes amis ou au travail étaient différentes. J'étais nettement plus vulnérable et un peu sur les nerfs tout le temps. Ouais. Donc je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, mais pour autant j'étais pas je faisais toujours mes activités en dehors du labo, je prenais plaisir à faire à manger, à faire de l'escalade ou autre. Donc je savais que c'était pas plus grave que ça, mais j'ai décidé d'aller voir un médecin et maintenant je prends un traitement pour ça et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Et il y avait énormément de personnes dans mon entourage qui étaient touchées par l'anxiété. Donc ça peut être une anxiété juste légère, comme plus puissante aussi. Il y a des personnes qui n'endorment pas, qui n'arrivent pas à sortir de chez soi. Il ne faut pas avoir peur justement d'en parler. C'est encore trop tabou à l'heure actuelle malheureusement, mais c'est pas grave. On est beaucoup dans ce cas-là. Il y a beaucoup de chercheurs. Et c'est aussi beaucoup lié avec le syndrome de l'imposteur. Oui. Malheureusement. Donc, et ça aussi, on en entend parler, mais... Personne n'ose trop le dire. Personne n'ose trop le dire. Moi, j'ai pas peur de le dire, que je pense que je suis une imposteur dans mon domaine. Et ça fait du bien de le dire aussi. Ouais. Mais donc voilà, faut pas se comparer aux autres. Et si on est vraiment passionné, on peut y arriver. On va se donner les moyens et... Il faut s'entourer des bonnes personnes aussi. Ouais, il faut pas forcément... Alors c'est dur de dire faut pas écouter les critiques, tu vois, genre ton prof, parce qu'en fait ça détruit de fou, mais je pense qu'il faut tenter. Il faut tenter et puis... Exactement. Et puis voilà, la preuve, t'as tenté. Et ouais. T'as pas eu la bourse de l'école doctorale, t'as eu une autre bourse, mais t'as tenté, t'es contente, tu fais des recherches maintenant et t'es chercheuse. Exactement. Et ça marche. Et je pense que c'est aussi pour ça que je voudrais plutôt faire de la communication scientifique avec les plus jeunes, pour leur montrer que
Peut-être que là, à l'école, c'est compliqué pour vous, entre vous êtes peut-être pas très bon à l'école ou alors des problèmes personnels comme le harcèlement ou autre. Et bah ça peut pas. C'est un mauvais moment. Ouais. Mais vous pouvez, si vous voulez vraiment faire quelque chose, c'est possible. C'est possible. Ok, c'est assez puissant comme mot de la fin. C'est beau. Non, mais du coup, là, il y a plein de choses. Il y a le fait que, il y a l'anxiété, il y a les femmes en sciences. De toute façon, promouvoir. Moi, je suis pour la diversité de points de vue et la diversité de gens en sciences parce que, voilà, que ce soit les femmes, que ce soit tout type de personnes, en fait. C'est hyper important et voilà et je pense que écoutez, si vous avez envie de faire de la recherche, que vous nous écoutez, voilà, faut pas hésiter à essayer d'avancer, à poser plein de questions. Déjà il y a ce podcast, l'idée c'est de vous montrer un peu des profils et des parcours de gens pour vous montrer qu'il n'y a pas un profil et il n'y a pas un parcours et qu'il y a vraiment une diversité énorme. Mais n'hésitez pas, par exemple là Fanny, je vais mettre le lien en description. N'hésitez pas à contacter Fanny si vous avez des questions, si vous avez envie de parler avec elle de plus, si vous avez des questions sur le podcast, sur sa vie. N'hésitez pas, et vraiment c'est l'idée, si vous entendez ça et que vous avez écouté quelqu'un, une autre invitée ou un autre invité du podcast, mais essayez de les joindre et de leur poser des questions. De nos jours c'est beaucoup plus facile et je trouve que c'est plus cool. Alors après on peut être perdu dans la masse, mais il y a plus d'infos. Et voilà, donc n'hésitez pas à continuer les discussions que vous entendez ou que vous voyez. Et Fanny, en tout cas, écoute, merci. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invitée et d'avoir passé le temps avec moi sur cette magnifique terrasse. Sur cette terrasse, bon, il pleut toujours, on s'est fait attaquer par un pigeon, mais écoutez, j'espère que ce bilan de premier podcast enregistré dans la nature parisienne vous a plu. Et je vais mettre tous les liens en description pour continuer la discussion avec Fanny, si vous le voulez bien. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.